Ok, bon, il est 10h05, on a attendu quelques minutes, on va démarrer. Et puis les autres personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Ok, alors bienvenue à ce webinaire qui va être consacré à Nutanix Clusters, la toute nouvelle solution. Dernier produit en fait qui a été sorti par Nutanix et donc je vais rapidement me présenter. Didier Wenger, donc je suis ingénieur système chez Nutanix. Je travaille chez Nutanix depuis 1 an et demi et je suis en charge de tout ce qui est avant-vente sur la Suisse romande. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Fabrice que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour à tous, Fabrice Krebs, ingénieur système aussi Nutanix depuis 3 ans, donc j'ai le même rôle que Didier. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter la solution Nutanix Clusters qui est vraiment toute neuve, même si ça fait un petit moment qu'elle a été montrée en Tech Preview pour ceux qui ont peut-être eu la chance d'assister à des événements de .next par le passé. L'idée de cette présentation, c'est de faire une première partie un petit peu théorique, pas trop longue, peut-être 15-20 minutes, et ensuite de switcher surtout sur la démo qui sera animée par Fabrice pour qu'on voie un petit peu plus de manière concrète à quoi ça ressemble. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, un petit rappel, bon, où est-ce qu'on en est Nutanix en termes de la société elle-même, hein. Donc, l'année passée, on a fêté nos 10 ans. On a aujourd'hui plus de 17 000 clients dans le monde. Ça, c'est les derniers chiffres. On est présent sur tous les continents. La société a bien grandi puisqu'on a passé le cap des 6 000 employés cette année. Donc voilà, on est loin aujourd'hui de la petite start-up qui avait un produit, une appliance. C'est aujourd'hui on est vraiment un éditeur software à part entière. Et puis la société a beaucoup développé son offre de produits. On est vraiment aujourd'hui positionné comme un enterprise cloud. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu à travers quelques slides. Au niveau du comment on se référence par rapport au Magic Quadrant, un petit peu des sociétés d'analystes. Voilà, on est toujours à peu près en haut à droite, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc on maintient depuis les débuts finalement notre position de leader dans l'hyperconvergence, mais pas que, parce que l'hyperconvergence c'est vraiment la base de la modernisation du data center et puis il y a toute une panoplie de services et de produits qui ont été rajoutés depuis les débuts de Nutanix. On aura l'occasion d'y revenir encore aujourd'hui. Donc avec Nutanix Clusters, en fait, ce que Nutanix va proposer, finalement, c'est la possibilité de créer des clusters hyper convergés avec la même technologie Nutanix qui est finalement du software. Hein, toute la propriété intellectuelle de Nutanix est du software. Mais cette fois-ci, les clusters, finalement, on va pouvoir les créer dans le cloud public sur des serveurs bare metal. Et finalement, un cloud public ne serait rien d'autre qu'un autre data center pour vous en termes d'expérience de management, en termes d'invisibilité un peu de l'infrastructure, et puis avec une souplesse au niveau du modèle d'opération et surtout aussi au niveau du modèle de consommation par rapport au licensing qui est adapté en fait au cloud public. Donc la philosophie de Nutanix, c'est toujours de vous laisser le choix. Ça, c'est vraiment un principe qui est différenciateur. Donc, vous avez toujours eu le choix avec Nutanix, que ce soit au niveau de l'hyperviseur, puisqu'on supporte donc Nutanix AHV, vSphere, Hyper-V depuis très longtemps. Au niveau de la plateforme, déjà, pour du data center classique, hein, puisqu'on a aujourd'hui plus de 140 configurations hardware qui sont référencées avec quelques-uns des noms qui sont ici. Donc on ne cesse de qualifier de nouvelles plateformes matérielles pour tourner notre plateforme d'hyperconvergence et ça aussi c'est un choix donc au niveau de l'hyperviseur, de la plateforme et maintenant en fait au niveau du cloud. Alors c'était déjà un petit peu le cas puisqu'on proposait déjà certains services qui étaient compatibles avec AWS, avec Azure, Google Cloud Platform. Je pense notamment à notre plateforme d'automatisation qui s'appelle Nutanix Calm qui vous permettait déjà d'établir en fait un portail de self-service et pouvoir provisionner et manager finalement des workloads AWS, Azure, Google Cloud ou sur du vSphere ou de l'HV classique. Et puis on a aussi cette série de services sur Xi Cloud, notamment du Disaster Recovery as a Service, qui est proposé depuis maintenant 2 ou 3 ans par Nutanix.
Donc finalement, si on regarde dans la vision Nutanix, le premier, en partant du bas, le premier palier, c'est finalement la modernisation du data center. Et ça commence, et on reste persuadé que ça commence par la couche d'hyperconvergence qui vous apporte cette flexibilité, cette consommation fractionnée, pouvoir grandir de manière organique, réduire aussi les silos. Donc, simplifier les opérations entre les couches de virtualisation, les couches de stockage, etc. Et puis, ça, c'était vraiment la base du message Nutanix. Et par-dessus cette couche d'hyperconvergence qui est finalement la fondation, on a construit tout un ensemble de services pour du file service, du stockage objet, de l'automatisation et de la microsegmentation et encore plein d'autres services qui rendent vraiment aujourd'hui la plateforme Nutanix comparable à un cloud mais en entreprise, en fait, un cloud privé. Donc, on se rapproche finalement d'un AWS ou d'un Azure, mais dans vos murs. Donc, c'est vraiment un enterprise cloud Nutanix aujourd'hui. Et puis, le dernier palier, finalement, c'est d'adresser cette vision qui est finalement dans la tête de tous les CIO aussi, c'est-à-dire cette vision multi-cloud. On voit aujourd'hui toutes les sociétés qui commencent à consommer d'une manière ou d'une autre des services dans le cloud public. Ça commence souvent avec de l'Office 365 ou certains services Azure pour le double factor authentication, des choses comme ça, ou des services SaaS. Et puis, donc, il faut forcément adresser la vision data center on-prem et la partie cloud, voire multi-cloud, puisque en fonction du service, on va peut-être plutôt choisir un hyperscaler ou un autre. Et il faut bien faire avec l'ensemble pour pouvoir permettre une unification de ces services et un management qui est cohérent avec une vraie vision hybride. Et c'est pas facile à simplifier, tout ça. Donc la nouvelle réalité qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises, c'est qu'on a effectivement une partie sur la gauche qui est data center, qui est vraiment private cloud, une partie sur la droite qui est public cloud avec certaines ressources consommées dans Azure ou dans d'autres clouds. Et puis il y a toutes ces interactions, toutes ces intégrations à effectuer au niveau du réseau, au niveau de la sécurité, au niveau des licences. Ça rajoute des outils, on a du monitoring qui est différent en fonction des clouds. Donc, ça rajoute tout un set de complexité pour arriver à intégrer l'ensemble. Et ce qu'on voit, les trois principaux facteurs en fait de ce genre de design, c'est au niveau du réseau, la complexité, clairement. Le lock-in, on en parle beaucoup en fait. Donc, il y a toujours à peu près une forme de lock-in un peu partout, mais on voit l'emprise quand même avec le cloud public dès qu'on commence à consommer des services qui sont vraiment natifs. Hein. Je pense par exemple à des fonctions lambda chez AWS, ce genre de choses, où finalement, dès qu'on est hors des couches, on va dire un petit peu banales de virtualisation, par exemple, de machines, des couches IaaS, tout de suite, on est enfermé un peu dans un carcan assez propriétaire et ça va être compliqué d'en sortir si un jour il faut en sortir. Donc voilà, donc il y a cet aspect de réversibilité qui n'est pas évidente avec le cloud public. Et puis finalement, on se rend compte aussi à la longue que si on n'optimise pas sans cesse, c'est très coûteux. D'où l'intérêt de se poser la question d'une solution plus simple et qui ressemblerait plus à ce qu'on a sur le cloud privé finalement, mais en bénéficiant de l'élasticité, de la disponibilité aussi de tous ces data centers qui sont présents dans le cloud public et dans une région qui serait proche de chez vous. Donc finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous proposer avec Nutanix Clusters? C'est de pouvoir créer une vraie plateforme de cloud hybride qui est capable de faire le pont finalement entre les deux mondes. Et comme ça, vous pourrez tirer parti des bénéfices finalement des deux mondes, parce qu'il y a du très bon dans le cloud public, il y a du très bon dans le cloud privé, et en fonction du use case, on sera amené à utiliser l'un ou l'autre. Donc l'avantage, c'est évidemment d'avoir une même plateforme qui tourne des deux côtés, qui aussi capitalise sur l'investissement financier et humain que vous avez pu faire pour développer vos administrateurs aussi, les compétences de vos administrateurs, de vos ingénieurs, puisque finalement, la vision sera la même.
qu'on administre du Nutanix sur du cloud public ou sur du cloud privé, c'est exactement les mêmes consoles, c'est exactement la même expérience et c'est les mêmes, finalement, les mêmes capacités qui sont requises de vos administrateurs. C'est la même façon de monitorer. Tout ça est réutilisable en fait. Et puis évidemment, on a la possibilité aussi de faire de la mobilité, donc de déplacer des workloads entre cloud privé et cloud public, sans se soucier de la conversion du format de la machine virtuelle, par exemple, et ce genre de choses qui est prépondérant dans les cas de migration vers le cloud. Mais si on va vers le cloud public, c'est aussi parce qu'il y a un fort intérêt à utiliser des fois des services qui sont inhérents, en fait, qui sont natifs dans le clouder. Donc, je pense par exemple à du stockage S3 sur AWS ou du load balancing ou ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'intégrer avec les services natifs du clouder. Donc, Fabrice reviendra un petit peu sur cette partie-là quand on discutera de l'architecture. Mais de faire le pont entre de la machine virtuelle classique et des services natifs cloud qui sont finalement voisins dans cette intégration avec Nutanix Clusters, c'est quelque chose de très intéressant. Et on parlait tout à l'heure de lock-in. Donc là, l'idée, c'est aussi de vous offrir un mécanisme de licence qui soit portable, en fait, entre le cloud privé et le cloud public. Donc tout à l'heure, je parlais de capitaliser sur l'investissement. Aujourd'hui, la licence Nutanix, c'est une souscription et elle est totalement décorrélée du hardware finalement, et donc elle devient portable. Et que ce soit du hardware qui soit dans AWS ou du hardware qui soit sur un serveur Lenovo, Dell, HP, que sais-je, on-prem chez vous, ben finalement, peu importe. La licence est attachée à un certain nombre de corps, une certaine volumétrie de flash, mais par contre, elle est entièrement portable entre le cloud privé et le cloud public. Et c'est une souscription, donc c'est une forme d'abonnement. C'est aussi quelque chose qui est qu'on peut résilier en fait plus facilement que sur un engagement peut-être de 5 ans. Voilà, c'est vraiment ce qui est demandé aujourd'hui, c'est la flexibilité, le choix et la portabilité. Donc de ce côté-là, on vous aide aussi avec cette notion de lock-in à pouvoir finalement transporter votre licence entre les deux mondes. Donc, Nutanix aujourd'hui, Nutanix Clusters, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va être la couche HCI Nutanix qui va tourner sur des serveurs bare metal de AWS avec 4 configurations matérielles possibles côté AWS. Et puis, en termes de disponibilité de région, on va voir ça après, mais on a déjà, je crois, plus d'une quinzaine ou plus d'une vingtaine de régions AWS dans le monde qui sont disponibles. Tout près de chez nous. Je crois qu'on a en tout cas déjà Francfort, Londres, Paris et puis peut-être l'Italie aussi. Milan. Ouais, Milan, ouais, merci. Donc avec cette couche finalement AOS, Acropolis OS de Nutanix, on a une vision et un OS finalement qui est unifié pour notre data center entre le privé et le public. Et aujourd'hui, Nutanix, c'est bien plus que juste de l'hyperconvergence, comme je disais tout à l'heure. On a développé énormément de services que vous allez aussi pouvoir retrouver du côté AWS, puisque finalement, c'est la même couche software qui tourne du côté privé que du côté public. Donc finalement, si vous avez un projet, que ce soit de database as a service, vous pourrez utiliser Nutanix RA, vous pourrez utiliser Nutanix Files pour du file service, vous pourrez utiliser de la microsegmentation native. Toutes ces choses-là deviennent possibles et peu importe que votre workload Nutanix tourne sur votre cloud privé ou sur du cloud public. Donc aujourd'hui, on parle de Nutanix sur AWS. C'est la première mouture de Nutanix Clusters. La version Azure est déjà en développement. On ne peut pas trop encore annoncer quand ce sera disponible, mais sachez que c'est en cours. Et puis, on aura aussi notre propre Nutanix Cloud, en fait, qui tournera cette possibilité d'avoir des clusters Nutanix dans des data centers qui sont managés par Nutanix.
Et puis au-delà de ça, on a aussi tout un réseau finalement et tout un écosystème de partenaires telco, on va dire, de service providers, là régionaux, j'ai envie de dire, qui proposent des services Nutanix, notamment pour la partie DR as a service, hein, avec Xilinx. Voilà, je vais passer la main à mon collègue Fabrice qui va avancer un petit peu plus sur la partie architecture de cette couche Nutanix Cluster sur AWS. Merci Didier. Alors, comme l'a indiqué Didier, donc ici on voit par exemple un cas de figure d'une solution de type hybride cloud, donc multi-cloud, où on voit à gauche, vous avez votre propre infrastructure on-premise qui tourne par exemple sur du Nutanix, et puis on voit en fait les différents cloud providers. Donc là, c'est vraiment le concept général d'un monde multi-cloud. Et si on va un petit peu plus en détail sur le slide suivant. Ouais, j'arrive. Ouais, j'ai un peu d'avance. Voilà. Voilà. Donc là, on fait un zoom in sur la partie plutôt intégration entre Nutanix et Nutanix Cluster sur AWS. Donc on voit encore une fois la partie de gauche. Donc vous avez votre infrastructure Nutanix on-prem qui peut tourner sur peu importe quel type de modèle de serveur hardware. Et ensuite, sur la partie gauche, on voit en fait l'écosystème des différents produits AWS, à titre d'exemple. On voit par exemple le C2, des Elastic Load Balancer, Didier parlait tout à l'heure de la partie lambda. Donc voilà, on voit tous les services natifs AWS. Et en fait, le but de Nutanix Cluster, c'est vraiment venir s'intégrer au sein des services qui sont déjà déployés ou qui le seront peut-être dans le futur, sans non plus devoir vraiment faire un énorme changement au niveau de la manière dont vous faites le setup de votre configuration AWS. Donc le but, alors je ne sais pas si vous connaissez la nomenclature AWS. Le but, c'est qu'en fait, on vient s'intégrer dans votre propre VPC, donc pour Virtual Private Cloud. Et en fait, on va déployer les instances EC2 bar metal, donc c'est des serveurs physiques d'AWS, sur lesquels on va installer et déployer la solution Nutanix Cluster qui tourne sur notre propre hyperviseur. L'avantage à ça, c'est que en fait, c'est vraiment une intégration qui est tout à fait transparente pour les services externes. Mais par contre, vous allez pouvoir consommer les autres services comme si vous étiez à l'intérieur même du même VPC AWS, qui permet d'avoir différents avantages en termes de latence, voilà, il y a vraiment différents avantages à vraiment être intégré au niveau du VPC. L'autre chose qu'on n'a pas indiqué, qui est aussi importante, c'est que c'est vous-même qui allez continuer à opérer la partie Nutanix Clusters. Donc, ce n'est pas un service que vous allez devoir payer à une société tierce pour qu'il opère pour vous-même. Donc là, vous avez vraiment la liberté de faire vos mises à jour, d'ajouter des nouveaux nœuds, de créer des nouveaux réseaux, comme si vous opérez ça en on-prem, sauf que la seule différence, c'est que ce sera sur un service AWS. Et ça, je pense, c'est une grosse différence aussi. Oui, tout à fait. On pourrait aussi rajouter que l'intégration native à l'intérieur de vos ressources AWS existantes, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez par exemple des crédits de consommation déjà avec AWS ou des prix un peu négociés, etc., vous pourrez bénéficier de tout cet accord commercial avec AWS sur les workloads Nutanix, puisque finalement les serveurs bare metal, c'est des instances EC2 et donc les crédits sont applicables sur ces instances également. Ouais, effectivement. Donc maintenant, si on va sur le prochain slide, donc si on regarde les différents use cases qui correspondent à cette nouvelle architecture, on dira. Donc il y a vraiment différentes possibilités. Donc premièrement, la partie lift and shift. Admettons si vous devez faire un projet de migration dans le cloud, parce que voilà, c'est un nouveau standard que vous avez au sein de votre entreprise, mais que vous devez pas, que vous souhaitez pas refactorer la manière dont vous allez déployer votre applicatif. Donc, vous pouvez simplement en fait, déployer un nouveau cluster sur AWS et vous allez pouvoir utiliser les mécanismes de réplication et de disaster recovery de Nutanix pour faire en fait cette migration sur ces instances EC2, EC2 bar metal. Ensuite, un autre use case assez connu aussi, c'est la possibilité d'avoir de l'élasticité. Donc, par exemple, admettons que vous avez des tâches, des processing qui se font en fin de mois, qui vous demandent beaucoup de ressources pour lesquelles vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire en interne. Donc, vous allez pouvoir en fait
déployer ce cluster, lancer votre processing et ensuite arrêter ce cluster par la suite et en fait vous allez l'hiberner. Donc on va voir un petit peu plus en détail après qu'est-ce que l'hibernation, mais donc vous avez la possibilité d'avoir cette élasticité sans non plus devoir payer les consommations de vos serveurs bare metal le 100% du temps alors que vous ne l'utilisez pas. Un autre cas de figure, c'est la partie VDI sur le cloud. Donc, admettons que vous avez une solution VDI on-prem aujourd'hui, et puis vous avez certaines problématiques où vous devez, par exemple, déporter des postes de travail de manière plus proche de vos utilisateurs pour, par exemple, des problématiques de latence. Donc, vous allez simplement pouvoir étendre ce cluster-là, l'ajouter à votre pool de ressources au niveau de votre infrastructure VDI, et puis ça va être consommé de manière transparente. Les trois derniers use cases, du bas, donc la partie business continuity. Donc, si par exemple vous avez vous avez un seul site et vous souhaitez avoir un DR pour lequel vous ne voulez pas investir vraiment physiquement, donc en fait vous avez la possibilité de répliquer votre cluster on-prem directement sur le cluster bare metal chez AWS. Et pour terminer, donc si vous avez des services pour lesquels vous avez des besoins spécifiques, typiquement pour des questions de GPU, des choses comme ça, ou bien des processeurs beaucoup plus puissants, donc vous allez pouvoir en fait simplement consommer cette ressource que lorsque vous en avez besoin. Voilà, donc ça c'est les 6 use cases les plus connus dans ce cas-là. Alors effectivement, je pense qu'il y en a bien d'autres aussi, mais voilà, ça donne un exemple de qu'est-ce qu'apporte cette solution-là. Donc, ensuite, si on regarde sur le slide suivant, c'est pour vous expliquer en fait de quelle manière vous pouvez aussi réduire les coûts au niveau de cette infrastructure-là. Donc, on a la possibilité d'hiberner les clusters, donc de manière totalement très simple au niveau du portail. Donc, on va le voir après durant la démonstration. Mais vous allez pouvoir simplement sélectionner votre cluster Nutanix sur AWS et dire je veux l'hiberner. Et puis lui automatiquement va arrêter les services qu'il y a qui tournent, donc il va arrêter les serveurs physiques bare metal, et puis il va prendre le stockage qui était associé à ces serveurs-là et il va les déstager sur le service Amazon S3, qui pour rappel est un service de stockage objet qui est très peu coûteux. Donc ça permettra en fait de quand même garder vos données qui tournaient sur votre cluster Nutanix, mais par contre les stocker de manière beaucoup moins coûteuse durant le temps que vous n'avez pas besoin. Et lorsque vous allez devoir, par exemple, d'ici quelques mois plus tard, redéployer de nouveau le cluster pour pouvoir refaire des processing en fin de mois ou des choses comme ça, ben vous allez pouvoir le redémarrer. Le système va automatiquement reprendre les données qui étaient stockées sur Amazon S3 et les réattacher au niveau du cluster Nutanix. Donc ça, c'est totalement transparent, c'est plutôt rapide. Là, pour la démonstration, je l'ai fait ce matin, ça a pris quelques dizaines de minutes, et puis le système était de nouveau up and running. Ensuite, en termes de licensing, donc c'est le slide suivant. Ouais, j'arrive. Merci. Il y a 2-3 petites animations qui me surprennent. Donc, en termes de licensing, donc, il y a deux niveaux de licence à tenir en compte. Donc, il y a le licensing du point de vue Nutanix. Donc là, c'est vraiment la partie hyperconvergence que vous allez inclure au niveau de ce licensing. Donc, vous avez trois possibilités pour licencier ce service Nutanix. Donc, soit, comme l'a expliqué Didier tout à l'heure, vous allez prendre votre licence que vous avez déjà actuellement en on-prem, que vous n'utilisez plus, et puis vous allez la déporter sur Nutanix Cluster en AWS. Donc là, c'est vraiment très simple. Vous n'avez pas de... C'est vraiment, vous prenez cette licence et vous la migrez, tout simplement. Dans le cas où vous n'avez pas de licence Nutanix et que vous souhaitez consommer de manière comment dire ça, de À la manière demande. à la demande, voilà exactement. Donc il y a le deuxième modèle de licensing qui est du pay as you go. Donc là, ça sera en fait, vous mettez simplement vos credentials de facturation, donc votre carte de crédit, et le système va vous charger à l'heure pour lequel le service Nutanix tourne sur Nutanix Clusters en AWS. Donc voilà, si vous déployez pendant 24 heures durant un mois, vous allez être facturé que pendant ces 24 heures-là, du point de vue Nutanix. Et ensuite, le dernier, donc c'est le cloud commit. Donc en fait, donc là, c'est plutôt si vous estimez que vous allez consommer pendant un temps qui est un peu plus long. Donc vous allez avoir un certain commitment au niveau des ressources utilisées. Donc vous allez aussi avoir des meilleurs niveaux
de prix par rapport à ça, puisqu'il y a un certain engagement de votre part pour les ressources consommées. Donc là, c'est pour la partie software Nutanix. Et ensuite, il faut tenir en compte aussi quand même la partie cloud que vous allez consommer. Donc ça, cette partie-là, ça sera la facture que vous allez recevoir de AWS. Donc il y a 3 possibilités aussi de consommer les ressources du point de vue AWS dans ce cas-là. Donc c'est à la demande. Donc vous allez simplement consommer votre serveur bare metal. Et ensuite, une fois que vous allez l'enlever, vous allez de nouveau plus être chargé pour ce service-là. Deuxième cas de figure, c'est vous réserver. Donc, vous indiquez comme quoi vous allez consommer pendant un certain temps, et puis donc sur un an ou 3 ans, et puis vous allez avoir un meilleur niveau de discount du point de vue AWS. Ou sinon, la possibilité numéro 3, c'est d'avoir un service réservé mais convertible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer d'un modèle de hardware à l'autre modèle au niveau de AWS. Ouais, donc ça, c'est les 3 cas de figure. Donc vous allez vraiment avoir la flexibilité de pouvoir consommer par rapport à vos besoins et pas non plus avoir un engagement qui vous serait peut-être pas nécessaire. Donc, comme l'indiquait Didier tout à l'heure, donc on est présent dans déjà pas mal de régions au niveau AWS. Donc, on voit le type de région sur la gauche et on voit en fait le type de modèles bare metal qui sont supportés. Donc, l'avantage de ça, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous devez déporter certains workloads dans des régions géographiques parce que pour des questions de latence ou même des questions de compliance, donc vous allez pouvoir le faire par rapport à vos besoins. Une chose qu'on n'a pas indiqué aussi, c'est quelle est la taille minimum d'un cluster Nutanix sur AWS. Donc vous avez la possibilité de faire soit un cluster 1 nœud ou soit un cluster 3 nœuds et plus. À savoir que le cluster 1 nœud, ben, effectivement, c'est assez logique, mais si le serveur physique tombe en panne, donc là vous allez avoir un downtime, tandis que si vous partez avec un cluster 3 nœuds et plus, vous n'allez pas avoir de downtime. Ouais. Et aujourd'hui, on supporte l'extension d'un cluster 3 nœuds jusqu'à 16 nœuds, alors que le cluster, entre guillemets, 1 nœud, lui, il restera toujours mono-serveur. C'est plutôt à des fins de test, en fait. Exact, ouais. Validation, ouais. Ensuite, comme l'a indiqué aussi tout à l'heure Didier, donc tous les services que vous connaissez Nutanix on-premise, pour la partie micro-segmentation, Nutanix Files, la partie automatisation Calm, notre solution de déploiement de cluster Kubernetes nommé Carbon et tout ça, tous ces services-là sont déjà disponibles aussi sur Nutanix Cluster en AWS. Donc en fait, vous pouvez vraiment consommer votre service comme vous avez l'habitude en on-prem, mais sur Nutanix Clusters. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir la facturation, donc pour la partie Acropolis à l'heure, et viendra aussi dans le futur pour les autres services. Voilà. Donc ça, c'est aussi une amélioration qu'on va apporter dans les prochaines versions. Donc par exemple, Files, ce sera possible de consommer Files pendant un certain temps et ensuite plus. Donc vous allez vraiment être chargé à l'heure. Donc, comment vous pouvez faire pour tester la solution? Donc, vous avez trois possibilités. On a un test drive qui permet en fait de déployer pour vous directement un cluster et puis vous pouvez l'utiliser pendant entre 4 et 8 heures. Donc, le système va le faire l'entier du setup pour vous avec les credentials Nutanix. Donc là, c'est vraiment pour faire un quick test, hein. Autre possibilité, c'est d'avoir un trial. Donc, vous pouvez utiliser le software Nutanix sur votre infrastructure AWS, sur votre compte AWS. Donc là, vous avez 30 jours de trial. Et puis, vous avez aussi maintenant la possibilité pendant une année d'avoir en fait un cluster Nutanix sur du bare metal, un nœud, avec aussi la fonctionnalité Nutanix Files qui est inclus dans le package. Donc c'est gratuit, c'est une année. Après, bon, il y a certaines limitations qui s'appliquent, qui sont notées ici. Par exemple, au niveau du support, vous allez avoir un support au travers de notre communauté, donc au niveau du je sais pas, on appelle ça comment, le forum. Ouais, on a Ouais. un site communautaire sur lequel vous pouvez poser des questions et que les gens en fait vont vous aider dans votre problème. Mais c'est pas supporté par Nutanix du point de vue vraiment de notre support. Tout à fait.
Ok, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter là-dessus? Vous pouvez aussi, la semaine prochaine, en fait, donc on a notre événement Nutanix .next global en ligne où il y aura justement aussi plein d'annonces. Vous pouvez, pendant cet événement, également aussi utiliser la partie test drive et découvrir des sessions en fait un petit peu plus deep dive sur Nutanix Cluster si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, je regarde juste s'il y a des questions, mais j'en vois pas. Donc, on peut passer à la partie démo. Je vais arrêter de partager mon écran. Comme ça, Fabrice, tu peux prendre la main. Yes. Voilà. Alors. Et pendant ce temps, pendant que Fabrice prépare son environnement, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, etc. Je surveille. Ouais, tu peux confirmer comme quoi on voit bien la console? Oui, c'est bon pour moi. D'accord. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, cette console-là, en fait, c'est notre console qu'on utilise pour la gestion de notre produit, par exemple Frame, qui est notre solution de desktop as a service Nutanix, sur laquelle on a inclus en fait la partie clusters. Donc c'est vraiment très simple. Vous vous connectez sur votre portail. Ensuite, vous allez arriver sur ce portail ici. Donc avec vos credentials, my.nutanix.com. Vous allez arriver sur ce portail-là. Vous pouvez switcher entre Frame et cluster. Dans ce cas, je vais juste changer là. Dans ce cas, j'ai choisi la partie clusters. Donc ici, on voit l'organisation auquel mon compte est lié. Donc c'est le René, mon collègue, qui m'a créé un compte. Et à l'intérieur de cette organisation-là, je vais pouvoir déployer un ou plusieurs clusters Nutanix. Donc ici, on voit qu'on a deux clusters Nutanix, un qui est celui de mon collègue qui est en statut Hibernate, et le mien que j'ai remis en route ce matin qui est en statut running. Donc je vais déjà simuler la création d'un cluster pour vous montrer en fait les quelques étapes qui sont nécessaires pour déployer un cluster. Et ensuite, je vais vous montrer en fait le look and feel une fois que le cluster est déployé, en utilisant le cluster que j'ai déjà à disposition, vu que ça prend quand même, comme je disais, à peu près, pour le déploiement, ça prend entre 45 minutes et 1 heure. Et pour redémarrer le cluster une fois que c'est hiberné, ça prend un peu moins de temps, donc entre 30 et 40 minutes. Tout dépend encore du stockage qui est associé et utilisé. Donc là, je me connecte, je clique sur Create Cluster pour déployer un nouveau cluster. Ensuite, j'indique simplement un nom d'un cluster, donc démo, webinar. Ensuite, je choisis mon cloud provider. Donc, comme indiqué précédemment, aujourd'hui, on a que AWS comme cloud provider, viendront les autres par la suite, tels que Azure. Ensuite, je choisis le cloud account. Donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est l'account sur lequel je suis lié. Donc, je vais choisir mon compte Nutanix Cluster Admin. Et ensuite, la région géographique sur laquelle je veux déployer mes serveurs bare metal. Aujourd'hui, vu que par rapport aux credentials qui m'ont été fournis, j'ai simplement la région Francfort qui est disponible, donc j'ai simplement cette région-là. Tandis que si j'avais toutes les régions qui me sont autorisées au niveau de notre management, donc là j'aurais eu en fait la liste de toutes les régions et j'aurais simplement à choisir celle que je souhaite. Ensuite, je vais indiquer dans quel VPC et Virtual Private Network je veux déployer mon cluster. Donc ici, je vois la liste, on voit que j'en ai deux. Je pourrais très bien en créer un nouveau, par exemple, en cliquant sur Create, et je lui indique simplement le setup que je veux. Donc là, je vais prendre celui-ci. La même chose pour la partie Management Subnet. Et pour terminer, en fait, on peut ajouter des tags, et en fait, ces tags sont utilisés au niveau du portail pour en fait mettre certains paramètres à ce niveau-là. Mais là, c'est pas très important dans ce cas-là. Pour continuer, donc je choisis le type d'instance que je veux déployer. Donc, comme cité précédemment, on a 4 types d'instances différentes qui vont être en fait par rapport à vos besoins. Si vous avez des besoins plus pour la partie puissance de calcul ou bien plutôt pour des besoins au niveau stockage. Donc là, ça sera à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, tout en gardant en tête comme quoi ça a une application aussi au niveau de la facturation que vous allez avoir au niveau AWS. Et puis le nombre de nœuds qui vont être déployés. Donc, juste un truc par rapport au type de nœud. Aujourd'hui, effectivement, quand on crée un cluster, on doit avoir des nœuds qui sont homogènes.
donc les mêmes. Et puis à l'avenir, on pourra, comme sur des clusters Nutanix on-prem, on pourra finalement mixer les modèles à l'intérieur du même cluster. Si tout d'un coup on part sur un modèle qui est qui a beaucoup de corps, beaucoup de mémoire, mais peut-être moins de stockage, et puis qu'on a tout d'un coup un besoin de stockage, on choisira en fait un autre type d'instance pour agrandir le cluster. Voilà, je vais juste. Ouais, merci pour la précision. Donc, on indique simplement le nombre de nœuds. Le redundancy factor, donc si on est en redundancy factor de 2, ça veut dire qu'on va pouvoir perdre un nœud au niveau du cluster. Donc, c'est ce qu'on appelle RF2 ou RF3 pour avoir 3 copies des blocs. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir choisir le RF2. Ensuite, on indique simplement une key name. Donc, ça, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser pour se connecter au niveau du cluster une fois qu'il est déployé. Pour terminer, on choisit la version d'Acropolis qu'on souhaite déployer. Donc aujourd'hui, on est avec la 5.17.1.5. Ensuite, le niveau de version, le niveau de licence que vous souhaitez avoir. Donc pour information, on peut avoir AOS Pro ou Ultimate. À vous de choisir par rapport à aux différentes fonctionnalités que vous souhaitez avoir. Ensuite, vous pouvez sélectionner de déployer aussi un Nutanix Files, donc d'inclure la partie Nutanix Files aussi au niveau du déploiement. Et pour terminer, on indique quels seront qui est-ce qu'on va autoriser en fait à manager le cluster. Donc soit en fait on restreint les accès, ou soit on indique comme quoi on autorise tout le monde à y accéder. En fait, ce qui va se passer, c'est que Nutanix, donc la plateforme de gestion, va automatiquement en fait aller ajouter au niveau des security groups les informations que vous allez indiquer ici. Donc si on indique un certain subnet, donc le système va automatiquement aller adapter le security group AWS pour autoriser ou pas les adresses IP indiquées ici. Ensuite, autre chose assez intéressante, c'est qu'on peut paramétrer à quel moment votre cluster va aller automatiquement se supprimer. Ça peut aussi être avantageux pour éviter les mauvaises surprises. Donc vous allez simplement pouvoir dire, ben voilà, je sais que mon cluster, c'est pour, je sais pas, un test ou une démonstration que je dois faire pour un client, ou même peu importe. Et puis vous allez scheduler comme quoi, après un certain temps, il va se supprimer. Et si je clique sur, alors je vais juste indiquer, hop, je sais pas si je peux comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est en fait en simplement 2 étapes, vous allez pouvoir configurer votre cluster. Et là, si je clique sur Create, il va automatiquement déployer tout ce qui est nécessaire pour avoir votre cluster Nutanix qui fonctionne. Donc je ne vais pas le faire, comme j'expliquais tout à l'heure, ça prend un peu de temps. Mais donc là, j'ai déjà créé en fait un cluster que je vois ici. Donc le statut que vous allez avoir lorsque le cluster sera terminé, vous allez simplement pouvoir cliquer dessus ici. Vous allez voir en fait le statut du cluster, son état de santé, l'adresse IP qui a été assignée au niveau de l'hyperviseur et au niveau de la CVM, voir l'emplacement géographique. Ensuite, vous allez pouvoir faire du du scale out, excusez-moi, en rajoutant des nœuds si vous avez un besoin, par exemple, faire évoluer votre cluster. Dans ce cas-là, c'est grisé vu qu'on a un seul nœud, comme indiqué tout à l'heure. Et puis, vous voyez les différentes tâches qui ont été exécutées. Donc, si vous avez fait un résumé au niveau du cluster, si vous l'avez hiberné, donc vous voyez en fait tout ce qui se passe. Donc, je reviens sur la partie détail. On voit 2 éléments intéressants. C'est la partie go to prism élément et puis la partie hibernate. Donc, on va aller sur prism élément. Donc, le système automatiquement me redirige sur mon cluster. Je m'authentifie et je vois en fait mon cluster Nutanix qui a été déployé. Donc, pour ceux qui sont déjà clients Nutanix, vous voyez en fait une seule chose qui change, c'est le type de hardware ici, qui au lieu d'être sur des serveurs NX ou DX ou je ne sais quoi, ben, c'est simplement un modèle de type AWS Z1 Metal. Donc pour vous, du point de vue management, la seule chose que vous allez voir, ce sera ça, qui sera différent. Le reste est identique. Maintenant, comment ça se passe du point de vue de la console de gestion AWS? Donc ici, là, je me suis connecté déjà sur mon compte AWS pour lequel est lié le déploiement du cluster. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir arriver dans la partie EC2, donc, les instances qui vont être déployées. Donc ici, je vais lister
les différentes instances qui sont liées à mon compte. Et on voit en fait que j'ai mon Nutanix Clusters qui a été déployé, qui est en statut running, et avec mon instance type Z1 Metal. Et c'est en fait quasiment uniquement la seule chose que vous allez voir apparaître au niveau de votre service AWS. L'autre chose que vous allez voir apparaître, c'est pour la partie networking. Donc si je vais ici et je choisis mon VPC, voilà, donc je vois en fait que mon Nutanix Cluster est attaché à ce VPC ici. Et admettons que vous souhaitez créer par exemple un nouveau subnet que vous allez vouloir consommer au niveau de Nutanix, de l'interface Nutanix qui a été déployée. Eh il vous suffira simplement de créer ici, dans la partie VM, un nouveau réseau, où vous allez indiquer en fait un nouveau réseau que vous souhaitez utiliser. Et puis créer dans cette partie-là aussi un nouveau subnet. Donc ici on voit la liste des subnets qui seront gérés eux par AWS. Et puis ce sera tout. Vous allez simplement en fait devoir créer cette partie réseau pour pouvoir utiliser le nouveau subnet. Tandis que tout le reste, ben, ça sera vraiment totalement transparent. Encore une fois, si par exemple vous avez déjà un environnement avec prise centrale, parce que vous avez déjà des clusters on-premise qui sont déployés, ce que vous allez pouvoir faire, c'est simplement en fait aller rejoindre ce cluster-là au niveau de votre instance prise centrale et vous allez pouvoir opérer de manière totalement transparente, comme vous le faites déjà actuellement. Voilà, donc je sais pas, j'ai pas raté au niveau des questions. Une dernière chose que je voulais aussi vous montrer, mais avant ça, on va quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de questions, parce qu'une fois que le cluster est éteint, il sera éteint. Non, j'ai rien là. Ok. Donc, dernier cas de figure, comme je l'ai expliqué avant, c'est si vous voulez hiberner votre cluster vu que vous n'en avez plus besoin pendant un certain temps. Donc, vous allez simplement sur le portail ici, vous choisissez c'est Hibernate, vous tapez le nom pour confirmer en fait comme quoi vous voulez bel et bien arrêter le cluster. Et le système va automatiquement arrêter les VM qui tournent sur le cluster Nutanix et ensuite arrêter les serveurs bare metal et prendre les données qui étaient liées à ce serveur-là et les destager sur Amazon S3. C'est tout. Donc vraiment très simple. Donc l'hibernation prend aussi quelques minutes, le temps de destager les données. Parfait. Parfait. Ben, merci Fabrice. Donc pour rappel aussi, on a donc notre événement .next en ligne la semaine prochaine. Je mets dans le chat en fait le lien sur l'agenda puisqu'il y aura plusieurs sessions sur Nutanix Clusters pour du deep dive. On a aussi évidemment la possibilité de poser des questions. On sera disponible dans toutes les langues en fait pour faire la modération du chat si vous avez des questions. Donc, on vous encourage à venir. C'est étalé sur 3 jours, donc on ne s'attend pas évidemment à ce que vous soyez 3 jours derrière votre écran, mais il y a plein de sessions qui sont intéressantes. Choisissez-en peut-être une ou deux en fonction de vos intérêts. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter directement aussi si vous voulez une démo peut-être plus personnalisée de Nutanix Clusters. On est là, on a les ressources à disposition pour faire quelque chose, un scénario peut-être qui est plus pertinent en fonction de votre environnement. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter encore, Fabrice? Je vais juste aussi ajouter le lien pour le test drive. Si Oui. vous souhaitez cliquer dessus, Ah, c'est peut-être encore plus simple. je peux peut-être remettre le dernier slide là. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Donc juste pour récapituler finalement les options qui sont possibles pour essayer Nutanix Clusters. Voilà. Ok. Alors je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc on vous remercie pour votre participation. On est là pour les questions après coup et on se réjouit de vous voir aussi virtuellement au .next en ligne. Merci à tous. Bonne journée et à bientôt. Allez, merci à vous. Au revoir. Au revoir.